Deux questions techniques. Le temps nécessaire pour réaliser le bloc? C'est moins d'une minute. Moins d'une minute. Oui. Oui, donc c'est pas, on n'a pas, il n'y a pas de... Parce que de toute façon, on introduit la sonde pour faire les biopsies et au lieu de mettre tout de suite l'aiguille pour faire les biopsies, on met l'aiguille pour faire l'anesthésie. Il n'y a aucun changement matériel, en quelque sorte. Donc, deuxième question, la diffusion de ces bonnes pratiques. Là, on voit qu'à la Pitié, il n'y a pas de problème, même si on ne les applique pas, on a quelques soucis. La question, c'est, est-ce qu'on a une idée comment en France, dans le public, dans le privé, ce bloc est-il utilisé? On n'a pas de données, il n'y a pas de codage de l'anesthésie en tant qu'acte dans la CCAM. Donc du coup, on n'est pas capable de monitorer précisément, à l'aide des données par exemple de la TIH, ce qui est réalisé. Ce qu'on peut dire, alors dans ce cas-là, je peux faire une transition sur ce qui est mon expérience personnelle, qui est que dans le sens, on reçoit beaucoup de patients pour rebiopsie, c'est-à-dire qu'ils ont une première biopsie dans un centre, qu'il soit public ou privé, et ils viennent chez nous pour avoir une deuxième série de biopsies, de façon à mieux estimer le pronostic de la maladie, comme je vous l'ai expliqué au début. Et de là, on peut estimer qu'aujourd'hui, je pense qu'en France, au moins 80-90% des patients ont eu une anesthésie, enfin une analgésie qui se tienne. Voilà. Mais j'insiste sur un point, c'est le stress du patient. Comme c'est un acte très fréquent, parfois, et c'est de la faute du médecin, mais pas que, où le patient ne veut pas entendre ce qu'on veut lui expliquer, parce que quand on lui propose une biopsie, il pense forcément qu'il a le cancer. Et donc, il pense qu'à ça. Et en consultation, si vous lui dites « je vais vous faire une biopsie », et si après vous lui expliquez de quelle façon vous allez faire la biopsie, on sait très bien que le patient ne peut retenir en consultation que 3 informations. Donc, il va retenir qu'il a un cancer, et il va retenir qu'il faut qu'il revienne, mais tout le reste sur comment on va le faire, qu'il ne faut pas qu'il stresse, etc., ça, là, ce n'est pas tout le temps un déficit de l'explication du médecin, c'est le patient qui n'est pas prêt à entendre ça à ce moment-là. J'ai 3 questions. La première... Ça fait beaucoup. Quelle est la courbe d'apprentissage du bloc nerveux périprostatique? La deuxième question, quel est son taux d'échec? Et la troisième question, après l'efficacité de ce bloc, quand l'effet de la xylocaïne se lève, les patients ont-ils une douleur résiduelle? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Quelle est la courbe d'apprentissage? On sait que la courbe d'apprentissage pour réaliser des biopsies, bien les distribuer au sein d'une prostate et ainsi de suite, avec un système qui permet de savoir ce qu'on fait, est de l'ordre de 30 patients. Et l'anesthésie, réaliser le bloc, est un geste bien plus simple que de réaliser les biopsies. Donc, je peux vous dire que c'est en dessous de 30 patients. Vous dire exactement combien c'est, je pense que c'est la moitié des patients. C'est vraiment assez simple parce que l'échographie a pour elle de permettre de visualiser facilement tout ce qui est à queue. Et quand on injecte cette anesthésie, on voit très bien un décollement entre la paroi rectale et la prostate. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Ce n'est pas un geste technique en tant que tel de réaliser ce bloc. Deuxième question qui est, je me souviens de la troisième mais pas de la deuxième. Ah, le taux d'échec. Alors le taux d'échec, je ne suis pas sûr qu'il soit lié, comme j'insiste, que sur le bloc. Je pense que le taux d'échec est global et est lié à un problème de relation entre le praticien et le patient. Ça peut être culturel, c'est souvent multifactoriel, et ce n'est pas que le taux d'échec du bloc. Un échec, c'est quoi? C'est un patient qui va partir, pour moi, avec une EVA supérieure à 3. Ça, c'est un échec. Et donc là, à travers les données que je vous ai présentées sur 1510 patients, je pense que ça concerne moins de 5% des patients. Sur la troisième question, et elle est très intéressante parce que c'est la question que posent souvent les patients. C'est très bien, j'ai pas du tout eu mal, c'est super, mais par contre, dans 1 heure, je vais jongler. Est-ce que je prends du Doliprane? Est-ce que tout ça? Et en fait, non, la douleur est liée uniquement à l'acte parce que ce qui est énervé, c'est pas la prostate. Ce qui est énervé, c'est la paroi rectale. Et comme on passe vraiment une aiguille très fine après, ils n'ont pas de douleur ensuite. Quand ils ont une douleur ensuite, cette douleur est liée à un effet secondaire des biopsies, qui peut être un hématome ou qui peut être une rétention aiguë d'urine. La douleur n'est pas liée à la pénétration des aiguilles en tant que telle. Question là-bas.
Le bloc est-il indolore? Oui, pratiquement, parce qu'une aiguille de 22 gauges, ce qu'on s'aperçoit en pratique, c'est que quand on réalise cette anesthésie, le patient ne la sent pas. Ce qui le gêne le plus, c'est le fait de bouger la sonde à l'intérieur du rectum. La mobilisation de la sonde à l'intérieur du rectum fait bien plus mal que l'introduction de l'aiguille de 22 gauges au niveau de la paroi rectale. D'autres questions? Bon, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci. J'avais juste une information à faire. Au niveau des biopsies de prostate, j'en fais régulièrement, ainsi que beaucoup d'autres actes douloureux. Et pour relaxer le patient, j'ai fait une formation en hypnoanalgésie qui marche très très bien, associée aussi là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Et associé aussi pour les autres actes homéopath, l'hypnoanalgésie et l'homéopath, franchement, c'est très très confortable. Oui, je vous rejoins là-dessus. Nous, les patients, quand on sent qu'ils sont stressés d'entrée de jeu, on leur ajoute l'homéopath. Mais si je vous dis, c'est moins de 5% des patients. Mais pour le stress, l'hypnoanalgésie, c'est formidable. Hein. Les gens vraiment stressés, hyper tendus, franchement, on arrive à faire des choses formidables. Je vous crois bien volontiers. La seule chose, c'est que, pour vous donner une idée, en général, on fait des biopsies par lot de patients, si vous me permettez l'expression, et on est amené à en faire 8 ou 10 dans la journée. Et il y a une autre chose qui est importante, je crois, c'est de prendre les patients à l'heure. Non, mais... Et si je vous rejoins complètement sur ce processus, si le premier et le deuxième patient, on avait prévu 20 minutes et qu'on se retrouve à passer 1 heure avec, eh ben, ceux qui vont arriver ensuite vont être tendus comme la corde d'un arc et ceux d'après vont payer la note pour les précédents. Donc, je vous rejoins complètement d'un point de vue individuel. Mais vous savez, ça va très très vite. Hein. Oui, les oui. gens partent très très vite et on installe le patient, Oui. on le fait partir, le chirurgien arrive, l'urologue arrive après. Et ça va très très vite. Hein. Il ne faut pas 1 heure. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec vous, c'est ce que je veux dire. Simplement, quand on fait 8 à 10 patients dans la journée, on est vite en retard. Oui. C'est juste ce que je veux dire. Après, je suis d'accord avec vous sur nous, ce qu'on fait, quand on sent que le patient arrive et au taquet et tout tendu, on lui dit, monsieur, on va faire autrement. Vous allez aller manger en face, vous allez vous relâcher tranquillement, vous allez lire les feuilles qu'on vous a données, parce que tout est expliqué sur les feuilles, ils arrivent, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Parce qu'il n'a pas lu les feuilles, mais il y en a 3 ou 4 pages qui lui expliquent exactement là qu'on va lui faire. Et à ce moment-là, nous, on les fait passer en fin de programme, de façon à ne pas ralentir, ne pas être en retard pour les suivants. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Enfin, ceci dit, on ne le fait pas tous les patients. Hein. C'est des patients ciblés qui sont très tendus, qui vont nous faire un malaise, voilà. Voilà, ça, je ne connais pas dans votre expérience, mais nous, je dirais que c'est 5% des patients. Quoi. Merci beaucoup. Il y a une autre... Oui, merci. Je voudrais faire une remarque sur la personne qui fait... Je suis là, devant... Bon. Ah, c'est plus simple. Je voudrais faire une remarque sur la personne qui fait le geste, parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes chirurgien, vous savez... où est la prostate, où vous allez infiltrer, vous l'avez bien dit, c'est très facile, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, etc. Un des problèmes, je pense, dans nos hôpitaux, c'est que ce n'est pas toujours les bonnes personnes qui font le soin. L'exemple le plus criant, ça peut être les PL ou les myélogrammes, où on va parfois envoyer, entre guillemets, un étudiant ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et ça change profondément, je pense, la qualité du geste. Voilà. Là, il n'y a aucun doute. Hein. Il y a la courbe d'apprentissage... Et après aussi, d'un côté, ce que j'explique aux patients, c'est que si aujourd'hui, moi je lui fais moins mal, c'est que j'en ai fait 2000, mais pour en arriver à 2000, c'est qu'il y a eu un premier patient. Et ça fait partie de la fonction
des CHU. Par contre, le problème, c'est si l'étudiant ou l'interne est lâché tout seul. Là, il y a un problème d'encadrement. Mais moi, quand je ne les fais pas personnellement, mais que je suis à côté de la personne qui les fait, j'explique au patient, je dis, écoutez, je suis là, il n'y aura pas de changement. Et c'est un apprentissage qui se fait pas à pas. On commence par introduire la sonde, à faire les acquisitions d'images avant de tout faire, bien sûr. Si vous dites, je suis dans mon bureau et j'attends que ça se passe, on connaît le résultat. Alors, moi, je voudrais dire que, effectivement, la jeune dame là, a raison. Il faut savoir qui fait quoi. Moi, personnellement, j'ai eu, il y a une vingtaine d'années, une ponction lombaire. J'avais fait une méningite après mon accouchement. Et j'ai vu 2 personnes. Alors, évidemment, je suis arrivée en urgence à Bichat. J'ai vu 2 personnes. Une qui s'est assise en train de lire son journal. Et une autre avec une blouse blanche qui est venue m'expliquer qu'on allait me faire une ponction lombaire, etc. J'ai dit, oui, je vois à peu près de quoi il s'agit. Donc la personne a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, j'ai cru que j'allais arracher le bras de l'aide-soignant qui était à côté de moi. Et là, le monsieur qui lisait son journal s'est levé, a enfilé une paire de gants et hop, comme dans du beurre. Donc je pense qu'il faut savoir à quel moment il faut s'arrêter. Pendant mon hospitalisation, on m'a dit, avant de sortir, on va vous refaire une ponction lombaire. J'ai dit, là, c'est hors de question, parce que soit je me sauve ou je signe une décharge ou ce que vous voulez, mais vous ne me referez pas une ponction lombaire, c'est clair. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, je ne sais pas si on m'en propose une, je ne sais pas ce que je ferai, mais voilà. Donc il faut savoir s'arrêter. Il faut encadrer les gens. Faut apprendre, parce que moi, la première, hein, voilà, j'ai appris aussi. Mais après, à un moment donné, il faut penser aussi aux patients, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est l'encadrement qui est important. On va peut-être conclure là cette intervention, oui, en rappelant en effet que le méopa, ça reste quand même très simple à mettre en place. Et c'est vrai que quand il y a une volonté de service, on peut parfaitement, ça dure quelques minutes, préparer les patients. L'hypnoanalgie, en effet, beaucoup d'infirmières maintenant sont bien préparées. Et je crois que la combinaison de tout ça fait que ces fameux patients stressés, vous avez diminué largement améliorer vos performances et qu'ils seront beaucoup moins stressés. Et donc,